Bonjour tout le monde, je continue sur Giacomo Meyerbeer, j'en étais resté au Prophète, qui a été un succès retentissant et le dernier très grand succès du compositeur. Il connaîtra d'autres succès, mais de moindre ampleur. Alors, le livret est d'Eugène Scribe, encore, qui prend beaucoup de liberté avec la réalité historique, mais pour une fois, peut-être a-t-il raison, puisqu'il s'efforce de rendre plus sympathique dans l'opéra le personnage de Jean de Lède, qui est le chef des anabaptistes. Donc un personnage religieux, une sorte de gourou, un chef protestant. Vous voyez encore cette histoire de religion qui avait déjà été mise en évidence dans les Huguenots. L'action de l'opéra se déroule en Hollande et en Allemagne. Donc il y a toute une intrigue avec Berthe. Berthe, c'est la petite amie de Jean de Lède, et avec sa mère. En fait, il y a toute une intrigue liée à des conceptions de l'époque par rapport aux mères qu'on doit traiter mieux que la petite amie finalement. Conception qui peut se défendre, mais qui est un petit peu réactionnaire, je trouve. Enfin, voilà, c'est pas non plus, c'est bien de son époque, hein, c'est un peu gênant, mais bon. Donc c'est un opéra qui m'a plu, mais au fur et à mesure que l'opéra se déroule, je trouve qu'il perd en musicalité, mais je suis un béotien, une sorte de béotien sans être un béotien, mais je suis pas un musicologue. Peut-être que justement, les autres actes, après je situerai pas à partir du 3 ou 4, enfin du 4, il y a une rupture pour moi musicale, mais peut-être qu'un spécialiste verrait au contraire plein de musique, hein, mais je suis pas musicologue comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai remarqué. Donc j'aime beaucoup l'ouverture et son accompagnement. À l'acte 1, j'aime bien Mon cœur s'élance et palpite, c'est un air de Berthe, avec son introduction instrumentale que je trouve très élaborée, qui traduit l'effervescence, comme quelqu'un qui court et qui est effectivement un cœur qui palpite. C'est très expressif, très réussi. Et l'air aussi, donc... ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire peut-être, c'est que l'intrigue de cet opéra, le livret de Eugène Scribe est basé sur Voltaire, et son livre, celui de Voltaire, s'appelle L'essai sur les mœurs et l'esprit des nations. Et donc, Eugène Scribe n'a pas voulu sans doute rendre le personnage héroïque, principal, central de l'opéra de Meyerbeer aussi antipathique que son modèle, pour ne pas perdre le public. Donc, ensuite, il y a également un duo très émouvant, moi je trouve, Un jour dans les flots de la Meuse. C'est vraiment émouvant au point de vue du texte et aussi de la musique. C'est entre Fidès, vous voyez, c'est un personnage marquant, un peu comme Marcel des Huguenots, qui est très bien dessiné par le librettiste et bien mis en musique par le compositeur également. Donc Fidès, la belle-mère, qui chante avec sa belle-fille, Un jour dans les flots de la Meuse. Un jour dans les flots de la Meuse, j'allais périr, Jean me sauva. Enfin bref, ouais, c'est pas, voilà, c'est un peu ce genre, c'est très, c'est réussi, mais en même temps, peut-être que ce n'est pas d'une très grande originalité, enfin à mon avis, hein, mais bon, voilà. Après, il y a aussi le chant des anabaptistes, encore les méchants qui chantent la meilleure partie de l'opéra, les meilleures partitions. C'est très beau, Adnost, enfin c'est vraiment, il y a quelque chose d'hiératique, d'ancien, sont des escrocs ces gens en plus, mais ils donnent vraiment l'impression de quelque chose d'ancien dans le bon sens du terme, mais en fait ou de l'obscurantisme, je ne saurais pas dire en fait. On peut avoir les deux perceptions, mais il a réservé finalement, comme dans les Huguenots, beaucoup de très beaux airs aux méchants. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je pose la question, je ne sais pas.
Alors ensuite à l'acte 2, il y a le très beau Pour Berthe je soupire. C'est un air de ténor très enlevé, plein d'allant, plein de passion, euh, vraiment qui est très supérieur par exemple à l'air Plus blanche que la blanche hermine des Huguenots. Hein. À l'acte 4, parce que là je saute un acte, vous voyez, j'ai pas remarqué grand chose, enfin moi simple amateur d'opéra, hein. Il y a un très mélodieux et inspiré chœur d'enfant, Le voilà le roi prophète. C'est vraiment très beau et je trouve original. Ça vient là et ça illumine un petit peu cet opéra d'un côté féerique. Voilà, et donc voilà ce qui m'a le plus marqué, mais bon, ce n'est pas l'opéra de Giacomo Meyerbeer que je préfère globalement, hein, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où pour moi, enfin moi qui ne suis pas un grand musicien évidemment, hein, je suis pas non plus un musicologue, où je ne perçois pas forcément tout l'intérêt de la musique. Il y a quand même une chose importante dans cet opéra, c'est que, par exemple, pour le célèbre ballet des patineurs, hein, qui est resté très célèbre, moi qui m'a pas plus marqué que ça, je dois dire, il utilise des patins à roulettes et la lumière électrique ailleurs ou dans cette scène, je sais plus. Donc ce sont des innovations pour l'époque et il était très intéressé par ce côté spectacle global finalement. On attribue ça à Wagner, mais en fait lui aussi à la fois une intrigue importante sur le plan théâtral, sur le plan musical et sur le plan du spectacle. Voilà. Et il y a ces aspects-là dans les opéras de Meyerbeer. Hein. Alors, il a obtenu de nombreuses récompenses. Il a été joué dans une quarantaine de théâtres dans le monde. Bon, je ne l'ai pas dit pour les autres, mais là, je le signale. Hein. Et il a été présenté à la reine Victoria, ainsi qu'au roi de Prusse Frédéric Guillaume IV. Et pour cet opéra, le compositeur reçoit le grade de commandeur de la Légion d'honneur. C'est un grade qui apparemment à l'époque n'était pas si souvent attribué que cela, et surtout à un juif. Hein. Voilà. Voilà, nous avons fini avec le prophète. Passons maintenant à la suite des événements. En 1850, il perd son frère Wilhelm. À partir de 1851, il réside le plus souvent à Berlin, où il participe à la vie artistique de la cité. Le matin, il travaille, il reçoit et tient sa correspondance l'après-midi et sort presque chaque soir pour aller au théâtre, pour aller à l'opéra. Sa santé commence vraiment à se détériorer, mais je n'ai pas compris exactement ce qu'il avait comme problème de santé. Il va souvent faire des cures dans une station thermale belge, Spa. Donc, comme c'est le compositeur officiel de la cour, il doit participer à des séances à l'Académie des Arts de Berlin. Il supervise des concerts de la cour et choisit le programme et les artistes. Alors, il compose de nombreuses œuvres pour des têtes couronnées, sa deuxième marche au flambeau en 1850 notamment, le chœur Frédéricus Magnus, ainsi qu'une ode à Roche, 1851, la cantate Maria und Ingenius, je sais pas prononcer ça, mais bon, une troisième marche au flambeau en 53, et surtout le psaume, 41, oui, je crois que c'est ça, 80, c'est un 191 qui restera son œuvre religieuse la plus célèbre. Là, je ne l'ai pas écouté, mais ça me donne envie effectivement de savoir ce qu'il en est. Alors, de 1849 à 1853, il travaille sur l'Étoile du Nord. Il va largement puiser dans les deux opéras dont j'ai parlé, c'est-à-dire le Cant de Silésie et Wielka, avec notamment cette ouverture qui est un copier-coller. L'ouverture de, j'ai pas écouté Wielka, je peux pas vous le dire, donc j'ai écouté donc le Cant de Silésie et l'Étoile du Nord, et l'ouverture est quasiment la même. Hein. Donc le livret est d'Eugène Scribe et l'action a changé d'endroit. Elle se situe en Russie du temps de Pierre le Grand. Alors les vedettes sont Pierre le Grand et une cantinière qui n'est autre que la future tsarine. Hein. C'est incroyable qu'elle ait été cantinière. Bon bref, la réalité historique doit en prendre certainement un coup un petit peu. Hein. Alors, l'opéra va être achevé en 1854, mais comme la guerre de Crimée est proche, certains le voient d'un mauvais œil, au point que l'empereur doit intervenir pour permettre sa diffusion, sa représentation.
Alors, triste événement aussi au même moment. La même année, la mère de Giacomo Meyerbeer meurt, tandis qu'il supervise les tournées de son opéra comique, donc L'Étoile du Nord, qui est un succès. Mais pas autant, il n'a pas autant de succès que les opéras, grands opéras précédents quand même. Hein. Alors donc j'apprécie beaucoup cet opéra, notamment l'ouverture, ben oui forcément, elle m'a beaucoup inspiré, elle est redynamisante, elle redonne le moral cette ouverture. Hein. Alors c'est vraiment splendide, enlevé, poétique. Alors il y a un air au début de Danilovitch sur la pâtisserie qui est bien enlevé, mais les paroles sont à la limite de la sottise. Moi je trouve que c'est nunuche, ce sont des lieux communs, c'est de la beaufrie avant la lettre pour moi. Hein. La pâtisserie fait valoir le bon vin, comme femme jolie embellit un festin. Je suis désolé, mais je pourrais faire mieux. Hein. Moi, je n'écrirai jamais de pareille baliverne. Hein. La polonaise qui suit, un bon soldat plein d'ardeur et de cœur qui marche droit au sentier de l'honneur, etc. C'est très enlevé, mais les paroles sont un peu idiotes aussi. Alors l'air de Catherine qui raconte l'entrevue entre le futur beau-père de son frère et elle-même hein, est très réussi, j'aime beaucoup ça. Le bonnet sur l'oreille et la pipe à la bouche, il trônait comme un roi dans son comptoir d'étain. La 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 la, si je dis non. C'est très joli, enlevé, original même s'il manque peut-être un petit quelque chose dans la finalisation de l'air. Je saurais pas comment vous dire. Bon, la chanson bohémienne aussi, hein, qui est absurde mais qui permet de repousser les méchants. Alors il y a aussi, alors là c'est un des clous de cet opéra du premier acte, c'est le duo en récitatif chanté entre Catherine et Pierre le Grand. Alors là c'est extrêmement réussi, alors là je l'écouterai vraiment pendant des heures et ça surpasse même toutes les autres mélodies. Ce qu'il fait en matière de récitatif mélodique mais mélodieux, je sais pas comment les qualifier, mais c'est vraiment très très beau. Et c'est ce que j'aime le plus, en fait, chez ce compositeur. Pas seulement, mais ce que j'aime le plus. Alors, il y a la magnifique prière de l'Étoile du Nord qui clôt l'acte premier et qui termine aussi l'opéra Le Canto de Silésie, qui est suivi d'ailleurs d'une barcarolle assez enlevée. Mais on se dit, c'est pas assez long. Dans le Canto de Silésie, c'est plus long. Et c'est vrai que c'est pas d'une originalité extraordinaire, mais c'est très beau, très suave, émouvant, parce que lié aux circonstances que je sacrifie finalement, c'est très beau aussi. Dans l'acte 2, c'est plus faible, à mon avis. Hein. Il y a une chute, c'est un peu comme dans le Prophète, je trouve. Il y a le chœur de l'infanterie que je préfère au chœur de la cavalerie, qui est pas mal du tout non plus, mais bon. Alors, dans l'acte 3, il y a un très beau solo de Pierre le Grand aussi, hein, encore. Qui est une basse, c'est une basse, je sais pas si une basse, je pense pas c'est une basse chantante, enfin c'est une basse, Pierre le Grand, et il y a le très bel air de la folie aussi, qui termine l'opéra de façon joyeuse, puisqu'elle recouvre sa santé mentale, Catherine Ière, et elle devient impératrice, donc elle devient tsarine. Et cet air de la folie est vraiment réussi, il est expressif, il est musical, enfin vraiment une grande réussite aussi. Hein. Voilà. Après, il y a quelques années plus tard un autre opéra en 1859, c'est Dinora ou le Pardon de Ploermel. C'est une sorte de Jules Barbier et Michel Carré, qui s'inspire d'Émile Souvestre. Eugène Scribe a été un peu vexé qu'on ne fasse pas appel à lui, mais Giacomo Meyerbeer lui a promis quand même de faire appel à lui pour son futur opéra qu'il a commencé en 1838, l'Africaine, qu'il a rebaptisé entre-temps Vasco de Gama. C'est une sorte de... Ça ressemble à une pastorale, je dirais un petit peu cet opéra. Il y a des airs, voilà, c'est ça. Et moi, ce que j'ai retenu souvent, c'est l'air qui est demeuré célébrissime, qui a été chanté même par la soprano léger de la MGM, Catherine Grayson, dont je vous ai déjà parlé, hein, je crois dans Rio Rita, il me semble. Hein, je veux pas dire de bêtises, mais
vérifié dans Riorita, il me semble, Ombre légère, qui se termine par un contre-fa. Ombre légère qui suit mes pas, non, 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 fée ou chimère. C'est un air de la folie. Voilà, Ombre légère, ça a été chanté par Maria Callas, par plein de cantatrices qui n'étaient pas forcément des sopranos colorature, des sopranos légers, mais si souvent, enfin des sopranos au moins qui étaient capables de faire des vocalises à peu près présentables. Donc quand l'opéra a été oublié, on s'est souvenu de cette partition qui a été vraiment extrêmement souvent chantée par les cantatrices. Donc il y a dans cet opéra, donc c'est un opéra pastoral avec des éléments pastoraux, des éléments fantastiques. Il y a une belle ambiance générale, mais à part Ombre légère, moi il y a peu de choses qui m'ont retenu de façon, enfin c'est agréable à écouter, mais qui m'ont vraiment marqué. Ce n'est pas mon opéra préféré de Meyerbeer. Hein. C'est pas non plus celui que j'aime le moins. Celui que j'aime le moins pour l'instant, c'est Véronique d'Anjou, j'allais dire Marguerite d'Anjou, 1820. Donc la création en 1859 a lieu en présence de l'empereur et de l'impératrice, Napoléon III et Eugénie de Montijo, et il connaît un succès mondial inférieur toutefois aux grands opéras qui ont précédé. Alors en 1859 il compose une Schiller Marche. En 1860, il crée la musique de scène pour la pièce intitulée La jeunesse de Goethe d'Henri Blasa de Bury, mais l'œuvre ne sera jamais jouée et il semble que la partition ait été perdue durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, je vais en rester là pour cette fois et je continuerai sur les années 1860 jusqu'à 1864, date du décès du compositeur. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt, bonne journée.